Dans cette exploration philosophique, nous allons plonger au cœur d'une question fondamentale qui traverse toute l'histoire de la pensée humaine. Qu'est-ce que l'identité? Cette notion complexe nous confronte à des interrogations essentielles sur notre existence. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui me rend unique et distinct des autres? Comment puis-je maintenir une continuité de mon être à travers les changements du temps? Ces questions philosophiques fondamentales nous invitent à explorer les aspects les plus profonds de notre existence et de notre compréhension de nous-mêmes. Notre exploration révèle que l'identité se déploie selon trois dimensions fondamentales. La dimension personnelle concerne notre conscience individuelle, notre mémoire et la continuité de notre soi à travers le temps. La dimension sociale explore comment notre identité se construit à travers nos interactions, notre appartenance culturelle et la reconnaissance d'autrui. Cette roue de l'identité sociale illustre la multiplicité des facteurs qui nous définissent socialement. Enfin, la dimension métaphysique interroge l'essence même de notre être, ce qui constitue notre substance fondamentale au-delà des apparences et des changements. Cette complexité se manifeste dans les relations intriquées entre l'esprit et le corps, l'individu et la société, ainsi que dans les tensions entre permanence et changement. Les théories philosophiques tentent de démêler ces relations complexes. Notre exploration suivra un parcours structuré qui nous mènera des définitions fondamentales aux enjeux contemporains, en passant par les grandes théories philosophiques et les dimensions relationnelles de l'identité. Cette approche méthodique nous permettra de saisir la richesse et la complexité du concept d'identité, tout en développant une compréhension nuancée de ces enjeux philosophiques contemporains. Qu'est-ce que l'identité? Cette question fondamentale de la philosophie nécessite une définition précise et rigoureuse. L'identité se définit d'abord comme ce qui rend une chose identique à elle-même. C'est le principe fondamental qui établit qu'une entité est bien ce qu'elle est. Ce principe s'exprime par la formule logique A égale A, qui constitue la base de toute réflexion sur l'identité. Cette loi d'identité fait partie des principes logiques fondamentaux, comme nous pouvons le voir dans ce tableau des équivalences logiques. Mais l'identité ne se contente pas de cette autoréférence. Elle implique également la distinction, la capacité de différencier une chose de toutes les autres. L'identité possède également une dimension temporelle cruciale. Elle assure la permanence et la continuité d'un être à travers le temps, permettant de reconnaître qu'une entité reste la même malgré les changements. Cette permanence peut être symbolisée par l'architecture classique, qui traverse les siècles, en conservant son identité malgré le passage du temps. Ainsi, l'identité se révèle être un concept complexe qui articule trois dimensions essentielles: l'auto-identification, la distinction d'avec autrui et la continuité temporelle. Cette définition générale de l'identité constitue le fondement de toute réflexion philosophique sur ce concept central de la pensée humaine. L'identité numérique constitue la première dimension fondamentale de l'identité philosophique. Elle concerne la continuité de l'être à travers le temps. L'identité numérique se définit comme le fait d'être le même individu à travers le temps. C'est ce qui garantit qu'une personne reste fondamentalement la même entité, malgré le passage du temps et les changements qu'elle peut subir. Prenons l'exemple concret de Pierre. À travers les décennies, Pierre traverse différentes étapes de sa vie: l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte, puis la maturité. Malgré tous ces changements temporels, Pierre reste numériquement le même individu. Son identité numérique assure cette continuité fondamentale. L'identité numérique garantit donc la continuité de l'existence d'une personne en tant qu'entité unique. C'est ce principe qui nous permet d'affirmer qu'un individu reste le même être à travers toutes les transformations temporelles qu'il peut connaître. Cette conception de l'identité numérique soulève des questions philosophiques profondes sur la nature de la permanence et de la continuité de l'être humain face au flux temporel constant. L'identité qualitative représente la deuxième dimension fondamentale de l'identité. Elle concerne la similarité des caractéristiques et des attributs entre différentes entités. Contrairement à l'identité numérique qui concerne l'unicité d'un individu,
L'identité qualitative se rapporte au partage des mêmes propriétés, des mêmes qualités, entre deux ou plusieurs entités distinctes. Cette image illustre parfaitement la distinction entre identité qualitative et identité numérique. Les boules de billard représentent l'identité qualitative car elles partagent les mêmes propriétés, forme, couleur, taille. Mark Twain et Samuel Clemens illustrent l'identité numérique, deux noms pour la même personne. Prenons un exemple concret. Voici deux objets distincts qui possèdent une identité qualitative. Bien qu'ils soient numériquement différents, ils partagent exactement les mêmes caractéristiques. Ces objets ont la même forme circulaire, la même taille, la même couleur, et donc les mêmes propriétés essentielles. C'est précisément ce que signifie l'identité qualitative, la similarité des attributs. Il est crucial de distinguer l'identité qualitative de l'identité numérique. L'identité qualitative concerne le partage des mêmes propriétés entre entités différentes, tandis que l'identité numérique concerne l'unicité d'un même individu à travers le temps. L'identité qualitative soulève des questions philosophiques profondes. Comment définir exactement la similarité? Deux objets peuvent-ils être parfaitement identiques qualitativement tout en restant numériquement distincts? Ces interrogations nous mènent au cœur de la réflexion sur l'identité personnelle. Cette compréhension de l'identité qualitative nous prépare à explorer l'identité personnelle, où conscience et mémoire jouent un rôle central dans la définition de qui nous sommes. L'identité personnelle repose sur deux piliers fondamentaux, la conscience de soi et la mémoire de nos expériences. Ces deux éléments travaillent ensemble pour créer le sentiment continu d'être la même personne à travers le temps. La conscience constitue le socle de notre identité personnelle. Elle nous permet de dire « je suis » et d'avoir une expérience subjective continue. C'est elle qui unifie nos perceptions et nos pensées en une expérience cohérente. Cette conscience peut être visualisée comme un réseau complexe d'activités mentales interconnectées, créant l'expérience unifiée de notre moi intérieur. Mais la conscience seule ne suffit pas. C'est la mémoire qui donne à notre identité sa profondeur temporelle et sa richesse expérientielle. La mémoire se structure en différents types. La mémoire explicite, qui stocke nos souvenirs conscients d'événements et de connaissances, et la mémoire implicite, qui conserve nos habitudes et réflexes. Ensemble, elles forment la base de notre identité. L'interaction entre conscience et mémoire crée ce que nous appelons l'identité personnelle. Cette synthèse forme notre unicité en tant qu'individu. Ainsi, notre identité personnelle émerge de cette interaction dynamique entre notre conscience présente et notre mémoire du passé. C'est cette combinaison qui fait de chacun de nous un être unique, avec sa propre perspective sur le monde et son propre récit de vie. John Locke, philosophe empiriste anglais du XVIIe siècle, révolutionne la conception de l'identité personnelle en plaçant la mémoire et la conscience au cœur de sa théorie. Pour Locke, l'identité personnelle ne réside ni dans la substance matérielle du corps, ni dans une âme immatérielle, mais dans la continuité de la conscience à travers le temps. Selon Locke, ce qui fait que je suis la même personne aujourd'hui qu'hier, c'est ma capacité à me souvenir de mes expériences passées et à les reconnaître comme miennes. Locke formule cette idée dans une citation célèbre. Tant que cette conscience peut s'étendre à des actions et des pensées passées, c'est la même personne. Cette théorie implique que l'identité personnelle est psychologique plutôt que physique. Même si mon corps change avec l'âge, tant que je peux me souvenir de mes expériences passées, je reste la même personne. Cependant, cette conception soulève des questions importantes. Que se passe-t-il en cas de perte de mémoire? L'identité personnelle peut-elle être fragmentée? Ces interrogations ouvrent la voie aux critiques de Hume et au développement ultérieur de la philosophie de l'identité. Pour illustrer concrètement la théorie de Locke, prenons un exemple personnel et direct qui démontre comment la mémoire fonde notre identité personnelle. Selon John Locke, philosophe anglais du XVIIe siècle, notre identité personnelle repose entièrement sur notre capacité à nous souvenir de nos expériences passées.
Prenons un exemple concret. Imaginez que vous vous trouvez aujourd'hui face à une photographie de votre enfance. Vous reconnaissez cet enfant comme étant vous-même. Mais comment savez-vous que cet enfant, c'est vous? Selon Locke, c'est uniquement parce que vous vous souvenez d'avoir vécu ces expériences d'enfance. Voici l'exemple fondamental de Locke. Je suis le même que l'enfant de mon enfance car je me souviens de ce que j'ai vécu. Cette phrase illustre parfaitement la théorie lockienne. Sans la mémoire de ces expériences passées, il n'y aurait aucun lien entre l'enfant d'autrefois et l'adulte d'aujourd'hui. La mémoire crée donc un lien direct entre le passé et le présent, assurant ainsi la continuité de notre identité personnelle à travers le temps. Sans cette capacité mémorielle, nous serions des êtres fragmentés, sans connexion entre nos différents moments d'existence. C'est la mémoire qui nous permet de dire « je » avec continuité. Cet exemple de Locke révèle donc que notre identité personnelle n'est pas fondée sur notre corps physique, mais sur la continuité psychologique assurée par nos souvenirs. David Hume, philosophe écossais du XVIIIe siècle, développe une critique radicale de l'idée d'identité personnelle stable. Pour Hume, ce que nous appelons identité personnelle n'est qu'une fiction créée par notre esprit. Hume soutient 3 points fondamentaux dans sa critique. Premièrement, il n'existe aucun moi permanent que nous puissions observer directement. Deuxièmement, nous ne faisons l'expérience que d'une succession de perceptions distinctes. Troisièmement, notre esprit crée artificiellement l'illusion d'une continuité. Selon Hume, notre expérience consciente n'est qu'un flux continu de perceptions distinctes et séparées. Il n'y a pas de substance permanente qui les unifie. Chaque perception est indépendante et temporaire. Hume développe ce qu'on appelle la théorie du faisceau. Selon cette théorie, ce que nous appelons le moi n'est rien d'autre qu'un faisceau ou un ensemble de perceptions différentes qui se succèdent avec une rapidité inconcevable et qui sont dans un flux et un mouvement perpétuel. La critique de Hume a des conséquences profondes pour notre compréhension de l'identité personnelle. Elle remet en question l'existence d'une identité stable, présente l'identité comme une construction purement mentale et influence profondément la philosophie moderne de l'esprit. Ainsi, pour Hume, nous ne sommes qu'un faisceau de perceptions, sans substrat permanent qui garantirait notre identité à travers le temps. Cette vision révolutionnaire continue d'influencer les débats contemporains sur la nature de la conscience et de l'identité personnelle. David Hume développe une critique radicale de l'identité personnelle. Pour lui, ce que nous appelons le moi n'est qu'une illusion créée par notre esprit. Hume affirme de manière provocante « Je ne trouve jamais moi-même sans une perception, et jamais je ne peux observer autre chose que la perception. » Cette affirmation signifie que lorsque nous introspections, nous ne trouvons jamais un moi pur, mais seulement des perceptions spécifiques, une sensation de chaleur, une pensée, une émotion, un souvenir. Hume décrit notre expérience consciente comme un flux constant de perceptions qui se succèdent sans interruption. Chaque moment apporte de nouvelles sensations, pensées et émotions. Pour illustrer cette idée, observons comment notre système nerveux traite les perceptions. Chaque sensation voyage des récepteurs vers le cerveau, créant un flux continu d'informations. Selon Hume, il n'existe pas de substance permanente, pas de moi qui persiste à travers ces expériences. Nous ne sommes rien d'autre que ce bundle, ce faisceau de perceptions en perpétuel changement. Cette vision révolutionnaire remet en question notre intuition la plus fondamentale, l'existence d'un moi unifié et permanent. Pour Hume, l'identité personnelle n'est qu'une fiction commode de notre imagination. Immanuel Kant révolutionne la compréhension de l'identité personnelle avec son concept d'aperception transcendantale. Pour Kant, l'identité ne repose ni uniquement sur la mémoire comme chez Locke, ni sur un flux de perceptions comme chez Hume. Kant propose que l'identité personnelle repose sur ce qu'il appelle le « je pense », en allemand « Ich denke ». Ce « je pense » est l'acte fondamental de la conscience qui accompagne toutes nos représentations mentales. Ce « je pense » n'est pas une simple pensée parmi d'autres. C'est l'acte de conscience qui unifie toutes nos représentations. Chaque fois que nous percevons, imaginons ou pensons quelque chose, ce « je pense » est présent comme condition de possibilité de cette expérience.
La perception transcendantale est cette conscience pure qui accompagne toutes nos représentations. Elle est transcendantale car elle est la condition a priori de toute expérience possible. Sans elle, nos perceptions resteraient dispersées et incohérentes. Cette aperception transcendantale assure la continuité du sujet connaissant. C'est grâce à elle que nous pouvons dire « je » et reconnaître que toutes nos expériences appartiennent à un même sujet pensant malgré la diversité de nos représentations. Pour Kant, l'identité personnelle ne dépend donc pas de la continuité des contenus de conscience, mais de cette forme pure de la conscience qui les unifie. Le je pense est le principe synthétique qui fait de nous des sujets identiques à nous-mêmes à travers le temps. Cette conception kantienne révolutionne la philosophie de l'identité. La perception transcendantale structure notre expérience et nous donne un sens de l'unité qui transcende les changements empiriques de notre vie mentale. C'est la condition même de notre identité en tant que sujet pensant. Ainsi, Kant propose une solution originale au problème de l'identité personnelle, en montrant que notre identité repose sur la structure même de notre conscience, et non sur ses contenus variables. Le corps constitue un support fondamental de notre identité. Il nous ancre dans le monde physique et nous rend uniques parmi tous les êtres humains. Contrairement aux théories purement psychologiques de l'identité, le corps joue un rôle crucial dans la définition de qui nous sommes. Il constitue notre interface avec le monde et porte en lui les marques de notre unicité. Les empreintes digitales constituent l'un des marqueurs les plus évidents de notre identité corporelle unique. Formées durant le développement fœtal, elles demeurent inchangées tout au long de notre existence et permettent une identification certaine. L'acide désoxyribonucléique, ou ADN, représente notre identité génétique la plus profonde. Bien que nous partagions 99,9% de notre ADN avec tous les autres humains, le 0,1% restant suffit à nous rendre génétiquement uniques. Au-delà des marqueurs biologiques, notre corps nous rend reconnaissables par une multitude de caractéristiques. Nos traits faciaux, notre voix, notre démarche, notre gestuelle. Tous ces éléments contribuent à former notre identité corporelle unique. Ainsi, le corps constitue un ancrage matériel fondamental de notre identité personnelle. Il complète les dimensions psychologiques en nous offrant une base physique stable et unique qui nous distingue de tous les autres êtres humains. Cependant, le corps présente des limites importantes comme marqueur d'identité personnelle. Examinons pourquoi l'identité dépasse les aspects purement physiques. Considérons d'abord le vieillissement. Notre corps change radicalement au fil des années. Nos cheveux blanchissent, notre peau se ride, notre posture se modifie. Pourtant, nous restons fondamentalement la même personne. De même, les maladies et les blessures peuvent transformer notre apparence physique de manière dramatique. Une personne peut perdre un membre, subir des cicatrices importantes ou voir son corps affaibli par la maladie. Malgré tous ces changements physiques, l'identité personnelle demeure. Cela révèle une vérité fondamentale. Notre identité ne se réduit pas à notre enveloppe corporelle. L'identité personnelle englobe donc bien plus que les aspects physiques. Elle inclut notre conscience, nos souvenirs, notre personnalité, nos valeurs, des éléments qui transcendent les limites du corps matériel. Ainsi, bien que le corps soit un support important de l'identité, il ne peut à lui seul la définir entièrement. L'identité personnelle dépasse les limites physiques pour embrasser la richesse de notre être intérieur. Pour Jean-Paul Sartre, l'identité n'est pas quelque chose que nous possédons de manière isolée. Au contraire, elle se construit fondamentalement dans notre relation avec autrui. L'identité relationnelle signifie que notre identité personnelle ne peut se former qu'à travers nos interactions avec les autres. Nous ne nous connaissons pas directement, mais à travers le regard et la présence d'autrui. Sartre exprime cette idée dans une citation devenue célèbre. « Autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même ». Cette formule résume parfaitement sa conception de l'identité relationnelle. Visualisons ce processus de médiation. Je commence par être un moi inconnu de lui-même. C'est à travers le regard et la présence d'autrui que je me découvre et me révèle à moi-même. Pour Sartre,
Cette médiation d'autrui est absolument nécessaire. Je ne peux pas me connaître directement par introspection. C'est seulement à travers le regard, les réactions et la présence d'autrui que je découvre qui je suis vraiment. En conclusion, l'identité relationnelle, selon Sartre, révolutionne notre compréhension de la formation identitaire. Elle montre que nous ne sommes pas des êtres autonomes qui se connaissent par eux-mêmes, mais des êtres fondamentalement relationnels qui se découvrent à travers autrui. Jean-Paul Sartre développe une conception révolutionnaire de l'identité à travers son analyse du regard d'autrui. Pour Sartre, notre identité ne se forme pas en vase clos, mais dans la relation fondamentale avec les autres. Selon Sartre, le regard d'autrui opère une transformation fondamentale. Alors que je me perçois naturellement comme un sujet libre et conscient, le regard de l'autre me révèle soudain comme un objet dans son monde. Cette objectivation n'est pas neutre. Elle dévoile des aspects de moi-même que je ne soupçonnais pas. Prenons l'exemple célèbre de Sartre. Je regarde par le trou d'une serrure. Seul, je suis pure conscience, absorbée dans mon acte. Mais soudain, j'entends des pas. Un regard se pose sur moi. Instantanément, je deviens celui qui espionne, un objet honteux dans le monde d'autrui. La honte révèle cette transformation. Elle me montre ce que je suis aux yeux de l'autre. L'orgueil révèle le même mécanisme, mais de manière positive. Quand je réalise un acte remarquable et que le regard admiratif d'autrui me révèle comme un héros ou un modèle, l'orgueil que je ressens confirme cette nouvelle image de moi. Mon identité s'enrichit alors de cette reconnaissance externe. Cette analyse sartrienne révèle que notre identité personnelle ne peut se comprendre indépendamment du regard d'autrui. Les émotions comme la honte et l'orgueil ne sont pas de simples réactions. Elles sont des révélateurs de notre être pour autrui. Notre identité se construit ainsi dans cette tension permanente entre notre conscience de soi et la façon dont les autres nous perçoivent et nous jugent. Ainsi, pour Sartre, comprendre son identité nécessite de reconnaître cette dimension fondamentalement relationnelle de l'existence humaine. Nous sommes des êtres pour autrui autant que des êtres pour soi. Pour Georg Wilhelm Friedrich Hegel, philosophe allemand du XIXe siècle, l'identité du sujet ne peut se former de manière isolée. Elle nécessite impérativement la reconnaissance d'autrui. La théorie hegelienne repose sur ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Cette dialectique illustre comment deux consciences de soi entrent en conflit pour obtenir la reconnaissance de l'autre. Dans cette dialectique, chaque conscience de soi cherche à être reconnue par l'autre comme étant libre et autonome. Cependant, cette reconnaissance ne peut être obtenue par la force ou la domination seule. Le maître qui domine l'esclave dépend paradoxalement de lui pour sa reconnaissance. L'esclave, en travaillant et en transformant le monde, développe sa propre conscience de soi et acquiert une forme de liberté. Pour Hegel, la véritable reconnaissance ne peut être que mutuelle et égalitaire. C'est seulement quand deux consciences se reconnaissent mutuellement comme libres et égales que l'identité authentique peut émerger. Ainsi, selon Hegel, l'identité n'est pas donnée d'emblée, mais se construit dans et par la relation à autrui. Cette théorie révolutionnaire montre que nous ne pouvons nous connaître nous-mêmes qu'à travers le regard et la reconnaissance de l'autre. L'identité ne se forme pas dans le vide. Elle est profondément façonnée par notre environnement social et culturel, créant une construction complexe entre éléments assignés et éléments choisis. 4 éléments principaux façonnent notre identité sociale et culturelle. Le nom nous inscrit dans une lignée familiale et sociale. La langue structure notre pensée et notre rapport au monde. La nationalité détermine notre appartenance politique et juridique, tandis que la culture transmet les valeurs, croyances et pratiques de notre communauté. Notre identité sociale résulte d'une tension entre éléments assignés et éléments choisis. Certains aspects nous sont donnés dès la naissance ou imposés par notre environnement. D'autres aspects relèvent de nos choix personnels, de notre capacité d'autodétermination et de construction consciente de notre identité. Cette représentation illustre la complexité multidimensionnelle de l'identité culturelle. Chaque segment représente une facette différente qui contribue à notre identité globale.
La roue de l'identité sociale montre comment différentes catégories s'articulent autour de notre identité centrale. Race, genre, classe sociale, orientation sexuelle, religion, tous ces éléments interagissent pour former notre identité complexe. L'identité sociale et culturelle est donc une construction dynamique, résultant de l'interaction constante entre notre héritage, notre environnement et nos choix personnels. Cette construction nous définit tout en évoluant continuellement. Paul Ricoeur, philosophe français du XXe siècle, développe une conception révolutionnaire de l'identité personnelle. Pour lui, nous ne sommes pas simplement des êtres figés, mais des êtres qui se construisent à travers les récits. Ricoeur propose que l'identité personnelle ne soit pas une donnée fixe, mais qu'elle se construise progressivement à travers les histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes. Cette approche narrative de l'identité repose sur 3 idées fondamentales. Premièrement, nous nous comprenons à travers les histoires que nous nous racontons. Deuxièmement, ces récits donnent du sens à notre existence. Troisièmement, notre identité devient ainsi une véritable construction narrative. Ricoeur résume sa pensée dans cette formule célèbre. L'identité personnelle est une identité narrative. Cette phrase synthétise toute sa conception de la construction de soi. Concrètement, nous construisons notre identité en nous racontant des histoires sur qui nous sommes, ce que nous avons vécu et vers quoi nous nous dirigeons. Ces récits multiples convergent pour former notre identité personnelle. En synthèse, la conception narrative de Ricoeur révolutionne notre compréhension de l'identité. Nous ne découvrons pas qui nous sommes, nous le construisons activement à travers les histoires que nous nous racontons. Cette approche fait de l'identité un processus créatif et évolutif, toujours en mouvement. L'identité humaine est confrontée à un paradoxe fondamental. Tout change constamment, y compris nous-mêmes. Et pourtant, nous maintenons un sentiment de continuité personnelle à travers le temps. Le changement est une loi universelle. Notre corps se renouvelle entièrement tous les 7 ans, nos pensées évoluent avec l'expérience, nos souvenirs se modifient et notre environnement se transforme continuellement. Le philosophe grec Héraclite a exprimé cette vérité fondamentale par une métaphore célèbre. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, car ce n'est pas le même fleuve et ce n'est pas le même homme. Cette observation soulève un paradoxe fondamental. Si tout change constamment, y compris nous-mêmes, comment pouvons-nous maintenir un sentiment d'identité personnelle continue? Comment Pierre reste-t-il Pierre malgré tous les changements qu'il subit? La réponse réside dans le concept de permanence dans le changement. L'identité n'est pas une substance figée, mais plutôt une continuité dynamique, comme un fleuve qui garde son nom et son cours général, tout en voyant ses eaux se renouveler constamment. L'identité ne peut exister sans l'altérité. Nous nous définissons autant par ce que nous sommes que par ce que nous ne sommes pas. L'autre, le différent, révèle notre singularité et structure notre identité par contraste. Ainsi, l'identité humaine se révèle comme un équilibre dynamique entre permanence et changement, entre continuité et transformation, entre soi et l'autre. C'est cette tension créatrice qui fait la richesse et la complexité de notre existence. La construction de l'identité ne se fait pas en vase clos. Elle nécessite une confrontation constante avec l'altérité, c'est-à-dire avec ce qui est différent de nous. Le principe fondamental de cette dialectique est que nous nous définissons autant par ce que nous sommes que par ce que nous ne sommes pas. Cette opposition créatrice est essentielle à la formation de notre identité. Cette dialectique fonctionne comme un processus dynamique. D'un côté, nous avons le moi, notre identité propre, et de l'autre, l'altérité. Ces 2 pôles s'influencent mutuellement dans un mouvement constant. Pour mieux comprendre cette construction identitaire, observons comment les différents aspects de l'identité s'articulent entre eux. Cette dialectique se manifeste dans tous les aspects de notre identité. Nous nous définissons comme Français par opposition aux étrangers, comme jeunes par opposition aux âgés, comme appartenant à une culture par opposition aux autres cultures. Le processus de construction identitaire suit plusieurs étapes. D'abord, nous sommes confrontés à ce qui est différent de nous.
Cette confrontation nous fait prendre conscience des contrastes, ce qui nous permet de nous définir par opposition et finalement d'affirmer notre identité propre. Ce processus complexe de construction identitaire implique de multiples interactions sociales et personnelles, comme le montre ce schéma du processus d'identité dans un contexte social. Il est crucial de comprendre que l'altérité n'est pas un obstacle à la formation de notre identité, mais bien sa condition nécessaire. Sans la différence, sans l'autre, nous ne pourrions pas nous définir ni nous connaître. Plus nous sommes confrontés à la diversité, plus notre identité se enrichit et se précise. Chaque rencontre avec l'altérité est une opportunité de mieux nous connaître et de définir qui nous sommes vraiment. Cette dialectique identité-altérité révèle ainsi la nature fondamentalement relationnelle de l'identité humaine. Récapitulons maintenant les différentes conceptions philosophiques de l'identité que nous avons explorées. Chaque philosophe apporte une perspective unique sur cette question fondamentale. Commençons par John Locke. Pour lui, l'identité personnelle repose sur la continuité de la conscience et de la mémoire. C'est notre capacité à nous souvenir de nos expériences passées qui assure notre identité à travers le temps. David Hume adopte une position radicalement différente. Pour lui, l'identité personnelle n'est qu'une fiction de l'esprit. Nous ne sommes qu'un flux de perceptions sans substrat permanent qui les unifierait. Emmanuel Kant propose une synthèse avec son concept d'aperception transcendantale. L'identité personnelle repose sur l'unité du je pense qui accompagne toutes nos représentations et assure la continuité du sujet connaissant. Jean-Paul Sartre introduit la dimension relationnelle de l'identité. Pour lui, l'identité se construit dans le regard d'autrui. C'est par la reconnaissance et l'interaction avec les autres que nous devenons qui nous sommes. Enfin, Paul Ricoeur développe le concept d'identité narrative. Selon lui, nous construisons notre identité comme un récit. Nous nous comprenons à travers les histoires que nous nous racontons et que nous racontons aux autres. Ces 5 conceptions révèlent la richesse et la complexité de la question de l'identité. De la mémoire lockienne à l'identité narrative de Ricoeur, chaque approche éclaire un aspect différent de ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. Cette synthèse nous prépare maintenant à explorer les enjeux contemporains de l'identité dans notre monde numérique. La réflexion philosophique sur l'identité nous mène aujourd'hui vers une question contemporaine fondamentale. Comment notre identité est-elle représentée et vécue dans le monde numérique? Dans le monde physique, notre identité repose sur notre corps, notre présence tangible. Mais dans l'espace numérique, nous devons créer des représentations virtuelles de nous-mêmes, les avatars. Contrairement à l'identité physique unique, l'identité numérique se caractérise par sa multiplicité. Nous créons différentes versions de nous-mêmes selon les plateformes. Une identité professionnelle sur LinkedIn, une personnalité créative sur Instagram, un avatar héroïque dans les jeux vidéo. Cette multiplication des identités numériques soulève des questions philosophiques profondes. L'avatar que nous créons représente-t-il notre vrai moi ou une construction artificielle? Peut-on parler d'authenticité dans l'identité numérique? Et que dire de l'intelligence artificielle qui développe ses propres formes d'identité? L'identité numérique ne remplace pas l'identité traditionnelle, mais la complète et la transforme. Elle nous invite à repenser les frontières entre le réel et le virtuel, entre l'authentique et l'artificiel, ouvrant ainsi de nouveaux horizons pour la réflexion philosophique sur ce que signifie être soi. Les débats contemporains sur l'identité soulèvent des questions fondamentales. Comment comprendre l'identité de genre dans sa complexité et comment concilier nos identités individuelles avec notre appartenance commune à l'humanité? L'identité de genre révèle la complexité de nos identités contemporaines. Loin d'être limitée à un système binaire, elle s'exprime comme un spectre de possibilités, incluant des identités fluides et non conformes. Cette représentation visuelle illustre la diversité des identités de genre. La roue des couleurs symbolise les multiples façons d'exprimer son identité, dépassant les simples catégories traditionnelles rose et bleu. Cette diversité des identités de genre nous amène à une question plus large.
Comment ces identités individuelles s'articulent-elles avec notre humanité commune? La philosophie contemporaine de l'identité révèle une tension fondamentale. D'un côté, nous cherchons à affirmer une unicité personnelle, nos expériences subjectives et notre autodétermination. De l'autre, nous appartenons à une humanité commune avec des valeurs partagées. Cette tension trouve une illustration concrète dans nos sociétés contemporaines, où la diversité des identités coexiste avec la recherche d'inclusion et d'unité. Cette image symbolise parfaitement le défi contemporain. Comment préserver et célébrer nos différences individuelles tout en construisant une communauté humaine unie et inclusive. La philosophie contemporaine propose une synthèse. Concevoir l'identité comme un processus dynamique et relationnel, fondé sur la reconnaissance mutuelle. Nous pouvons ainsi affirmer notre particularité tout en reconnaissant notre universalité humaine commune. Cette réflexion nous amène à la question philosophique ultime. Comment être authentiquement soi-même tout en étant pleinement humain avec les autres? C'est dans cette tension créatrice que se joue l'avenir de nos identités contemporaines. Nous voici arrivés au terme de notre exploration philosophique de l'identité. À travers ce parcours, nous avons découvert que l'identité n'est pas un concept simple, mais une réalité complexe aux multiples dimensions. Nous avons exploré l'identité personnelle fondée sur la conscience et la mémoire selon Locke, questionné cette conception avec Hume et Kant. Nous avons examiné le rôle du corps, l'importance d'autrui dans la construction identitaire et découvert comment l'identité se construit socialement et narrativement. Cette question de l'identité reste fondamentale en philosophie, car elle touche à l'essence même de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, dans notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde. Si cette exploration de l'identité vous a intéressé, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour soutenir notre travail de vulgarisation philosophique. Activez la cloche de notification pour être informé de nos nouvelles publications et ne manquez aucune de nos analyses philosophiques. Abonnez-vous à la chaîne Boîte à Philo pour découvrir d'autres concepts philosophiques expliqués de manière claire et accessible. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Quelle conception de l'identité vous interpelle le plus? Comment percevez-vous votre propre identité? Vos questions et suggestions enrichissent notre communauté philosophique. La philosophie nous invite à questionner, à réfléchir, à ne jamais cesser de nous interroger sur ce que nous sommes et ce que nous devenons. Cette quête de l'identité est un voyage permanent qui nous accompagne tout au long de notre existence. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de l'identité. Continuez à philosopher, continuez à vous questionner. À bientôt sur Boîte à Philo.